Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on rêve en grand. J'espère que vous êtes bien échauffés, que votre petite moustache est finement coupée et vos lunettes bien ajustées, parce que cette semaine, ça y est, enfin! Je peux vous parler en long, en large et en travers de ma plus grande obsession cinématographique de ces derniers mois, Marty Suprême de Josh Safdie. Une histoire d'ambition, de capitalisme et de petites boules. Un film qui casse la baraque, métaphoriquement et littéralement. Un film nommé à 9 Oscars, meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur décor, meilleur montage, meilleure photo, meilleur costume, meilleur casting. Le film est sorti en salle en France le 18 février et il y a une seule salle en Europe qui le projette en pellicule 70 mm. Cette salle, c'est l'Arlequin, dans le 6e arrondissement à Paris. Vous le savez sans doute, le 70 mm, c'est un format très large qui permet d'obtenir une qualité d'image exceptionnelle, beaucoup plus détaillée et qui offre une expérience de visionnage encore plus immersive sur grand écran. Et puis en même temps, la pellicule, contrairement au numérique, comporte un petit grain, il y a toujours quelques petites imperfections à l'écran et tout ça, ça ajoute un aspect plus vivant et un peu vintage à l'image. Bref, c'est une expérience vraiment unique. L'Arlequin, c'est un superbe cinéma qui organise souvent des projections un peu spéciales. D'ailleurs, là-bas, j'avais eu la chance de voir et revoir des films comme The Master ou Licorice Pizza en 70 mm. Et dans la grande salle, j'ai aussi eu l'occasion de revoir 2001 Odyssée de l'espace ou encore le superbe Godland. Bref, j'adore ce cinéma. Et vous le connaissez peut-être aussi, non seulement parce qu'on en a parlé dans notre épisode sur Paul Thomas Anderson, mais également parce que c'est là-bas qu'on a enregistré le live de fin du podcast Amis. Donc c'est une salle qui m'est très très chère. Le soir de la sortie de Marty Suprême, j'ai eu l'immense honneur de venir à l'Arlequin pour voir une projection en 70 mm et enregistrer un épisode sur le film juste après, en public. J'étais accompagnée de Norine Raja, qui est journaliste à Vanity Fair et qui est tout aussi fan du film que moi. Et je vous laisse écouter notre enregistrement et je vous conseille de l'écouter en entier puisqu'il est agrémenté des questions que j'ai posées à Timothée Chalamet en novembre à Los Angeles et de ses réponses, évidemment. Nous sommes au cinéma à l'Arlequin, en public. Bonsoir tout le monde. Et on vient de voir le film Marty Suprême de Josh Safdie, projeté dans des conditions exceptionnelles en 70 mm. C'est le seul cinéma à proposer cette projection en pellicule en Europe. Donc c'est assez stylé. On va débriefer le film de Josh Safdie. Si vous écoutez le podcast, vous savez que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film. Je sais que c'est un peu de la triche parce qu'il est sorti en 2026, mais c'était mon film préféré de 2025. Et ce sera peut-être aussi mon film préféré de 2026, on va voir. Personnellement, j'en suis à mon 4e visionnage. Je sais pas toi, Norine, combien de fois tu l'as vu? Alors moi, ça fait mon 3e. Alors souviens-toi, le premier, on l'a vu ensemble. Ouais. Donc, phase de découverte, c'était, je pense, le film que j'attendais le plus 2025-2026. Tout simplement parce que si vous connaissez un peu le cinéma des frères Safdie, là, c'est la première fois qu'ils se séparaient et qu'ils faisaient un film chacun de leur côté. Donc, Ben Safdie qui a fait The Smashing Machine et Josh qui a fait Marty Suprême. Et puis, c'est son premier film d'époque aussi, donc c'est ce qui m'intéressait. Après, j'ai su vraiment dès le générique que j'allais aimer ce film. Ouais, on va en reparler. On va reparler du générique. Je l'ai vu une deuxième fois du coup avec une amie et c'était drôle quand on va au cinéma avec quelqu'un de très expressif, c'est-à-dire que j'ai anticipé ses réactions à la scène de la baignoire, à la scène de la fessée, enfin tous les moments un peu forts du film, quoi. Ça va, tout le monde est bien détendu après ce petit film sympathique sur le ping-pong, pas du tout anxiogène. Ça vous a plu ou pas? Oui. Ok, ouf. Sinon, on partait sur un podcast très différent, je pense. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent déjà le podcast Anaïs se fait des films ou pas du tout? Okay. Merci à vous. Les autres devront embrasser un cochon avant de partir, je vous préviens. Bon, il faut préciser qu'on est toutes les deux membres des Golden Globes et je place pas ça là juste pour qu'on se la pète, mais aussi pour dire qu'on a suivi non seulement le film depuis cette première projection qu'on avait vue en novembre, mais on a aussi suivi la campagne du film puisqu'on est amené en tant que membre à voter
pour les nominations et ensuite pour les films qui remportent les Golden Globes. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion de voir le film aussitôt. Et donc, on a pu aussi checker un petit peu tout ce qui se passait du côté campagne, les événements qu'ils organisent pour venir serrer des mains, s'assurer que... Ça serrer des mains. Ouais, c'est vraiment ça, serrer des mains avec des coupes de champagne. Ils s'assurent de répondre à toutes nos questions sur le film. Ils sont très gentils avec nous pour espérer qu'on vote pour le film après. Donc, on vous racontera un petit peu les détails de tout ça. Et toi, c'est ta première année, c'est ça, aux Golden Globes, Norine? C'est ça. Alors, j'ai intégré, du coup, je crois que c'était en juin, juillet de l'année dernière. Donc, j'ai pas fait une année complète, mais j'ai voté pour la première fois cette année. Et donc, pour nous, c'est assez lointain. C'est-à-dire que quand on est en France, la saison des récompenses, c'est-à-dire en France, on a les Césars et quelques cérémonies annexes, mais qui sont un peu plus obscures quand on n'est pas dans le cinéma. Et là, c'est vraiment un système de campagne quasiment politique, en fait, j'ai envie de dire. C'est ça qu'on découvre. Et moi qui suis très indécise, j'avoue que j'ai eu beaucoup de dilemmes quand il fallait voter. Ouais, surtout qu'on a eu une bonne année. Donc franchement, c'est plus sympa de voter quand on a des très bons films et que c'est difficile de les départager. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec cette boîte de céréales Timothée Chalamet que j'ai ramenée pour que vous puissiez la voir parce que je suis allée à Los Angeles sur une semaine où il y avait vraiment beaucoup d'événements de campagne. Et notamment, l'équipe de Marty Supreme avait organisé un week-end entier de promotion pour les Golden Globes. Donc, il y a eu beaucoup de conférences de presse. J'ai joué au bowling avec Timothée Chalamet, avec une quinzaine de membres des Golden Globes aussi. Et à ce moment-là, il venait parler à tout le monde, s'assurer qu'on le trouvait très sympa. Il prenait des selfies. Et il y avait ces fameuses boîtes qui étaient distribuées aux journalistes qui venaient à l'événement. Et comme le match de basket aussi. Et oui, il y a eu un match de basket aussi organisé, une rencontre entre Timothée Chalamet et Adam Sandler sur un cours de basket d'un lycée à Los Angeles. Et ça, c'était la même journée, donc j'y suis allée aussi. Donc c'était une sorte de cross-promotion entre Jay Kelly et Marty Supreme. Donc ils sont très très forts quand même, les Américains, pour faire des événements de campagne comme ça. Je sais pas si pour les Césars, les gens qui votent reçoivent aussi des boîtes de céréales et vont à des matchs de basket entre les stars, mais je pense qu'il faudrait réfléchir pour les années prochaines. And what do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? That doesn't even enter my consciousness. Maybe it should. There's no turning back. I gotta do it completely on my own. Every man for himself where I come from. That's just how I grew up. Hey, what are you doing? My eyes broke too. And it's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of a Wheaties box. You think it's that simple? Yeah, I do. On a une petite tradition dans le podcast, qui est une tradition qui a été héritée de mon autre podcast Ami, c'est de résumer le film en 30 secondes pour les gens qui nous écouteraient et qui ne sont pas forcément présents dans la salle. Alors Norine, ce soir, est-ce que tu peux résumer brièvement le film Marty Supreme que l'on vient de voir? Pour moi, c'est l'histoire d'un mec qui rêve trop grand. Ok, très intéressant. Je vois déjà que tu as pris position sur la leçon du film, quoi. Moi, je pense que si je devais le résumer, je dirais que c'est un film sur la plus grande discipline sportive américaine, qui est l'arnaque, en fait. Je sais pas trop si j'ai l'impression que l'arnaque est un des fils conducteurs du film. C'est-à-dire que moi, je le sens vraiment comme un mec qui a un désir de revanche sociale et qui se retrouve un peu empêtré dans une série de problèmes qu'il a lui-même créés, en fait. Totalement, ouais. De gros problèmes quand même. Personnellement, encore une fois, 4e visionnage, mais j'étais quand même en hyperventilation devant plusieurs scènes. Il y a vraiment des moments qui sont très très tendus, quoi. Tout ce qui concerne le chien, de manière générale, m'a beaucoup angoissée. J'étais très angoissée pour ce pauvre chien qui a l'air d'être entouré de gens assez malveillants quand même et assez intenses. Et je crois que mon plan préféré du film, c'est le plan où le chien s'enfuit. J'adore ce moment. Je suis là, mais yes, cours, vas-y, libère-toi, petit chien. Libère-toi, Moïse. Bon, on va commencer par le début. Ça démarre très très fort avec un générique d'ouverture, je pense, qui restera dans les annales, puisque le film s'ouvre avec une scène de sexe entre Marty et sa copine. Et juste après, on a le générique qui démarre avec donc les petits spermatozoïdes de Marty Supreme qui sont en train de féconder sa copine. Et cette chanson Forever Young aussi. Et Forever Young, voilà. Cette scène. Ouais, donc je pense que là, on a vraiment une toute nouvelle définition du cum shot grâce à ce film. Voilà, je suis désolée, je tenais vraiment à faire cette blague. Est-ce que vous pensez que c'est la première fois que Gwyneth Paltrow a son nom affiché sur des spermatozoïdes sur grand écran? Et comment elle l'a vécu? Moi, vraiment, j'ai pensé à ça quand j'ai vu son nom sur le générique. J'étais waouh, pauvre Gwyneth, quoi.
Alors que moi, je regardais Abel Ferrara, donc on n'a pas nécessairement les mêmes. On n'a pas tiqué pour les mêmes moments du générique, ok. Mais ouais, ce générique est incroyable. Enfin, on va en reparler aussi des choix musicaux de ce film qui sont vraiment très très forts. Mais là, je trouve que ça annonce tout de suite la couleur, c'est-à-dire qu'on va voir un film qui se prend pas tant que ça au sérieux, qui va essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Certes, c'est un film qui va se battre pour gagner des Oscars, tout ça, mais on a quand même un générique d'ouverture qui est assez ambitieux, à l'image du film aussi, enfin qui ose aller très loin. C'est pas un produit à Oscar, bizarrement, à part la performance de Timothée Chalamet, c'est-à-dire que je le trouve pas académique, ce film. Là où, effectivement, on en a parlé juste avant, on pourrait s'attendre à un truc un peu du type biopic. Il y a beaucoup d'audace dans la mise en scène, par exemple. Ouais, totalement. Il faut savoir qu'il y a une particularité dans les Golden Globes, c'est qu'on doit diviser tous les films pour lesquels on vote en 2 catégories, drame et comédie, ce qui n'est pas le cas pour les Oscars et les autres cérémonies. C'est pas nous qui choisissons, c'est les films qui soumettent eux-mêmes dans quelle catégorie ils veulent concourir, voilà exactement. Et Marty Supreme était dans la catégorie comédie. J'avoue que moi, ça m'a un peu surprise au début, mais c'est pas un film qui est hyper facile à classer. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt une comédie ou un drame ? Alors, déjà, j'ai l'impression que c'est un éternel débat en ce qui concerne les Golden Globes de savoir est-ce que les films sont dans les bonnes catégories. Parce que des fois, il y a des choses assez surprenantes. Il y a de la fraude aussi. Genre, on a plus de chances de gagner. Il y a des stratégies, on va dire, voilà. Pour le coup, je pense pas que je classifierais en comédie. Je dirais que c'est une dramédie. En même temps, il y a des éléments pour moi du coming of age. Parce qu'il y a vraiment un peu cette idée de, alors pas sortir de l'adolescence, mais sortir d'un état quand même assez immature. Rentrer dans la paternité, quoi. Rentrer dans la paternité. Là, on part vraiment de très bas pour entrer vraiment dans la vie adulte. Donc, c'est un peu ce qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire vraiment, on sent, comme dans le coming of age, cette idée de passer des rites pour arriver à un état adulte. Et parce que je pense que l'immaturité, c'est quand même quelque chose qui marque assez ce personnage, quoi. C'est quand même une caractéristique assez forte. Mais ouais, moi, je trouve ça très marrant parce que selon les projections, il n'y a pas du tout les mêmes réactions dans le public. Et c'est vrai que là, je trouvais que le public rigolait pas autant qu'à une projection à laquelle j'ai assisté aux États-Unis, où pour le coup, les gens étaient hilars vraiment pendant tout le film. Et je sais pas si c'est très représentatif aussi de la scission entre les Français et les Américains. C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on est peut-être un public moins expressif. Je sais pas si les gens sont d'accord. Possible. De base. Et on rigole à l'intérieur. C'est vrai qu'au début, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rire, mais après, je pense que c'est assez concentré sur certaines scènes. Je sens que la scène du lit a beaucoup fait rire. Moi, j'adore cette scène quand il est debout avec son peignoir. On a l'impression qu'il est déguisé avec les vêtements de son père. La scène aussi dans l'appartement, avant le jet de ping-pong. Enfin, j'ai l'impression que le côté très chaotique a vraiment fait rire les gens. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir les différences de réaction à chaque fois. Ouais, totalement. Et puis alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi vous qui s'attendaient à voir un vrai biopic sportif ou un film sur le ping-pong, mais clairement, on réalise assez vite que c'est pas du tout ça. Moi, j'avais été surprise, en tout cas, la première fois que je l'avais vu, parce que je m'attendais à un film sportif et il y a des séquences de sport qui sont très impressionnantes, mais c'est pas vraiment le propos principal du film. Enfin, moi, vraiment, j'ai l'impression que c'est plus un film qui rejoue la guerre du Pacifique à travers le ping-pong, où on a quand même l'opposant de Marty qui est japonais. Ça se passe en 1952, donc c'est la fin de l'occupation du Japon par les Américains. C'est pour ça qu'on voit tous ces soldats à la fin qui sont en train de rentrer chez eux. Donc il y a un contexte géopolitique et historique qui est très très fort dans le film. Il y a la question du judaïsme de Marty qui revient. Il y a le traumatisme de la Shoah qui revient à plein de moments. Il y a en fait toutes les dynamiques raciales, internationales qui sont mises vraiment dans plein de plans et dans plein de répliques. Et pour moi, c'est plus ça le propos du film en fait que le ping-pong. Enfin, le ping-pong n'est qu'un prétexte pour raconter aussi un moment un peu charnière des années 50 et aussi un moment où le capitalisme a commencé peut-être à prendre son élan. Pour moi, c'est le capitalisme et l'individualisme des sociétés occidentales. Parce que justement, cette idée de quête de réussite à tout prix, pour moi, n'est pas spécifique à Marty. Et en plus, dans cette période des années 50, c'était justement cette idée de rêve américain qui naissait. C'est une société assez prospère. Donc, il y a ce contexte-là. Pour la question de la guerre du Pacifique, entre guillemets, c'est vrai que moi, j'ai été assez étonnée par la manière dont il dépeint les Japonais, dans le sens où j'avais peur qu'il y ait un côté un peu impérialiste, justement aussi appuyé par le contexte. Et je trouve qu'il a une manière assez délicate. Déjà, ce personnage Zando, qui est, je trouve, assez fascinant, qui du coup, ne dit pas un mot, mais qui a vraiment un charisme et une espèce de douceur. La dernière scène de match où on voit aussi le public qui est plutôt... je trouve dans l'empathie, même s'ils supportent leur champion.
Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis, j'ai découvert que du coup, Josh Safdie avait quand même des liens avec le Japon. Sa grand-mère a vécu là-bas. Je crois qu'il a une fascination aussi pour le Japon d'après-guerre. C'est fou. Non, mais c'est fou parce que, en fait, j'ai fait une conférence de presse avec lui et il y avait que des journalistes internationaux. Et donc, à un moment, ils m'ont présenté en disant Anaïs, elle est française. Et il a dit ah, mais c'est marrant parce que j'ai vécu à Paris, gna gna gna. Et en fait, à chaque fois qu'un journaliste posait une question et disait d'où il venait, il trouvait une histoire de sa famille avec le pays en question. Et le Japon, je l'avais pas eu non plus, mais du coup, là, je suis en train de repenser à ça et je me dis, mais le mec, soit il a des anecdotes sur tous les pays qu'il a préparés avant de faire sa tournée promotionnelle. Enfin, je sais pas comment il se débrouille, mais c'est assez fascinant quand même. Et je crois qu'il y a une histoire aussi de son oncle qui joue au ping-pong, et qui a joué au Japon. Enfin, il y a quand même un lien avec le pays. Et on le voit dans la manière dont il traite aussi ce sujet-là. Ouais, et effectivement, son oncle jouait dans le lieu qu'on voit reproduit dans le film chez Lawrence, où tous ces joueurs s'entraînent. En fait, son oncle traînait là-bas et fréquentait beaucoup des grands joueurs de ping-pong de l'époque, et notamment Marty Reisman, qui est l'inspiration de Marty Mauser dans le film, même si le film va très très loin sur tous les rebondissements un peu rocambolesques, mais à la base, c'est inspiré par la vie de ce Marty-là, qui appartenait à un groupe un peu de marginaux, qui jouait au ping-pong, effectivement, et qui participait à des tournois internationaux dans les années 50, mais qui étaient aussi, chez eux, quasiment des vagabonds, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais assez d'argent pour se nourrir, se loger, prendre le métro, et en même temps, ils participaient à tous ces concours de ping-pong internationaux, et c'est vraiment ça le point de départ, je crois, qui a donné l'envie à Josh Safdie de raconter cette histoire. Il y a aussi cette idée de rêve, parce qu'en fait, quand il sort de Uncut James, qui est son film précédent, ça fait 10 ans qu'il rêve de faire Uncut James, et il y a une espèce de sensation de décompression qui arrive, et il a besoin de retrouver quelque chose qui le motive. D'où le moment où il tombe sur ce livre et où il se dit c'est un film parfait. Et je pense qu'il y a aussi un peu de ça dans Marty, c'est qu'il y a aussi cette question d'avoir une passion, d'aller jusqu'au bout malgré l'adversité, ce que vivent, je pense, beaucoup d'artistes et de cinéastes. Oui, complètement. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis sur l'impérialisme, parce que moi, dans cette séquence de fin, quand ils se battent l'un contre l'autre, limite, j'ai pas envie que Marty gagne, parce que Josh Safdie passe beaucoup de temps justement sur le visage des supporters japonais qui sont en train de vivre limite une seconde humiliation après l'humiliation de la guerre, et qui ont justement porté au nu Endo quand il a battu Marty la première fois. Et donc là, ça fend un petit peu le cœur de se dire qu'il va perdre à nouveau, surtout dans ce contexte d'occupation où on a les Américains avec leurs drapeaux, enfin les militaires qui sont en train de dire ouais, vas-y, défonce-le. Et donc on a Marty qui représente l'impérialisme américain aussi, et qui est certes le héros du film et qui a donné son nom au film, mais qui est tellement anti-héroïque aussi dans sa manière d'être, et qui est tellement antipathique que moi, à ce moment-là, j'ai envie qu'il gagne, plus pour la mettre à l'envers à Rockwell, mais j'ai pas forcément envie qu'il gagne. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de voir Endo perdre. Et je trouve que ça, c'est très fin de la part de Josh Safdie, comme tu le dis, de pas avoir joué sur des clichés orientalistes, et de pas avoir une vision non plus trop occidentale de cet affrontement-là. Au contraire, on ressent vraiment ce que les supporters japonais peuvent ressentir à ce moment-là. Je trouve ça très, très intelligent. Et alors moi, j'ai ressenti d'une autre manière, parce que comme on comprend que c'est un moment qui est en fait annexe au vrai championnat, on sait qu'Endo aura sa revanche et qu'il y aura une vraie victoire. En fait, cette victoire-là, finalement, pour Marty, elle n'est pas vraiment glorieuse. Enfin, ouais, c'est sa médaille en chocolat, quoi. Oui, c'est ça. Il gagne, il y a quelque chose pour son ego, mais finalement, c'est aussi une défaite. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu la fin de son rêve. Il sait qu'il ira jamais au bout de ses aspirations. C'est pour ça qu'il pleure à la fin, en fait. C'est pas parce qu'il est content d'être papa. Mais ce moment-là, je le trouve... On va parler de son interprétation, mais tout ce qui se joue dans son regard, le moment où il tombe par terre, je le trouve hyper fort, en fait, ce moment-là. Et c'est, je trouve, l'un des moments les plus brillants de son interprétation, en tout cas. Et puis, ce que tu disais sur le fait que Marty était un peu un marginal, c'est un peu aussi ce qui... le fil conducteur du cinéma des Safdie à la base. Ouais, et puis vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de très complexe dans ce personnage. Bon, des anti-héros, il y en a énormément dans la fiction, c'est même un cliché, mais je trouve que Safdie arrive à en faire quelque chose de différent, et Timothée Chalamet aussi arrive à en faire quelque chose de différent. T'as dit qu'il était immature. C'est vrai que je pense que c'est peut-être ce qui le caractérise le plus. Bon, il a aussi un tempérament colérique. Enfin, en fait, il perd souvent les pédales, et c'est ça qui lui joue des tours, c'est qu'il arrive jamais à se contrôler. Enfin,
On lui propose quand même plein d'opportunités géniales et il est jamais capable de s'en saisir parce qu'il veut toujours plus, parce qu'il a trop de fierté. En fait, il finit par être humilié pour avoir le truc que Rockwell lui proposait 1 heure plus tôt dans le film, mais qu'il n'a pas voulu accepter à ce moment-là. Donc c'est un personnage qui est immature, mais qui est aussi très fier, très arrogant, et qui pense qu'il est meilleur que les autres. Et là aussi, c'est un très beau parallèle sur l'Amérique et l'Amérique qui est en train d'occuper le Japon, de penser qu'en fait, il mérite mieux, il mérite d'être mieux logé que les autres, d'être mieux nourri, d'être mieux payé. Il estime que parce qu'il est américain aussi, il a droit à certaines choses auxquelles les autres joueurs n'auraient pas forcément droit. Mais alors toi, tu l'as trouvé antipathique, ce personnage ? En fait, moi, je le trouve tellement... Partagé, moi, je l'adore. Il me fait beaucoup rire. Je le trouve très charmant. Je le trouve charismatique. Et je le déteste pas à un point qui va devenir aliénant pour moi. Mais je sais que les quelques personnes à qui j'ai parlé qui n'aiment pas ce film, c'est à cause de ça. Elles m'ont dit, je peux pas voir ce film avec un personnage en son centre qui est aussi antipathique. Moi, j'avoue que ça me pose pas de problème. Enfin, j'adore Succession, j'adore voir des œuvres avec des énormes connards. Je trouve que c'est très divertissant et surtout que le film, justement, lui fait payer quand même de plein de manières son arrogance. Donc, c'est pas non plus comme si on le voyait s'en sortir et dire à tout le monde, ouais, je vous ai bien eu. Mais il est quand même un petit peu antipathique, non ? Enfin, toi, tu le trouves hyper sympa ? Non, je le trouve pas nécessairement sympa, mais je trouve que déjà dans la deuxième partie, à partir du moment où je comprends ce qui anime le personnage, je suis plutôt dans l'empathie, en fait. Et je trouve qu'on arrive quand même assez bien à définir ce qui le motive, à la fois son milieu social, qui est, même si, il y a effectivement, tu parlais de cette question d'impérialisme américain, qui définit un peu aussi sa quête et son besoin de réussite. Je compatis aussi parce qu'il est constamment dans une position de survie. Et je pense aussi que par rapport à son identité, il y a un besoin de revanche. Et du coup, à partir du moment où je comprends le personnage, j'arrive un peu plus à être en empathie avec lui. Et dans la deuxième partie, le fait aussi qu'il passe par vraiment cette succession d'humiliations, je trouve qu'on a quand même envie qu'il réussisse. Puis après, l'interprétation de Timothée Chalamet, c'est ce qui fait qu'on aime aussi le personnage. Le film tient pas sans lui, je pense. La performance est tellement incroyable que... Je trouve qu'avec un autre acteur, on serait vraiment peut-être tombé dans la surenchère de ce personnage un peu égocentrique, arrogant. C'est très facile de tomber là-dedans. Et lui, il a vraiment une subtilité. Alors, quand on voit les gros plans, on voit il y a une subtilité dans le regard, dans le sourire, il y a vraiment une manière de jouer à chaque fois dans chaque scène assez différente, quoi. Ouais, et moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment dans son jeu, quoi. Ouais, en fait, tu parlais d'immaturité, mais il a un côté puéril qui est un peu touchant aussi à certains moments, et notamment avec Kai, l'actrice qui est jouée par Gwyneth Paltrow. Déjà, quand il l'appelle au téléphone la première fois, il lui dit non, reste au téléphone avec moi, j'ai envie de continuer à parler. Enfin, il y a un côté gamin qui est un petit peu touchant, et en fait, quand elle monte dans sa suite et qu'elle se déshabille devant lui, là, il est plus du tout fier et arrogant. Il a l'air un peu de pas comprendre ce qui lui arrive et de se dire waouh, mais comment j'ai réussi à décrocher cette meuf incroyable qui débarque dans ma suite en porte-jartel. Et moi, c'est ces moments-là qui me touchent, en fait. C'est qu'on voit que derrière cet excès d'arrogance en permanence, il y a quelque chose de très sensible chez lui. Et tu as raison de parler de son origine sociale, parce qu'en fait, je pense que ça aussi, c'est hyper moteur dans le film. Certes, il est américain et donc il représente l'impérialisme, mais il est aussi juif américain, juif new-yorkais. Et donc, il subit quand même plusieurs remarques antisémites au fil du film. Et on lui fait comprendre qu'il est déclassé, c'est-à-dire que c'est pas un Américain WASP, et c'est un Américain qui doit se battre. Il dit qu'il a toujours grandi comme ça, un peu dans le scam permanent. Et il va forger des alliances, en fait. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que les alliances sont toujours en train de changer. C'est-à-dire que Rockwell, le grand capitaliste américain qui a perdu son fils dans la guerre du Pacifique, va préférer Endo à Marty, tellement il méprise Marty. Et on sent, lui, qu'il y a des relents antisémites aussi dans sa manière de se comporter avec lui et avec Bella, son partenaire. Et quand Marty et Endo décident de jouer un vrai match à la fin, il y a aussi une alliance entre l'Amérique et les États-Unis contre le gros capitaliste joué par Rockwell. Et donc moi, j'adore ce truc-là, en fait, de sable mouvant, un peu où la hiérarchie arrête pas de changer dans le film entre tous ces personnages qui ont une raison de penser qu'ils sont déclassés ou qui doivent arriver au sommet plus que les autres. Et en fait, ça bouge en permanence, quoi. Oui, c'est ça, vraiment l'impermanence qui est aussi quelque chose qui anime Josh Safdie. Pour moi, c'est le fil conducteur du film et même de leur filmographie. C'est-à-dire que c'est constamment des personnages qui sont dans des situations de précarité et qui doivent faire face à des conflits qui sont constants, en fait. Et ce que tu disais sur le personnage de Milton Rockwell et sur son antisémitisme, ce qui est vraiment intéressant, c'est la première scène où il arrive, qui est la scène du restaurant, et ce qu'il lui dit « Mon fils est mort pour vous sauver ». Et je pense que ça pose assez les bases de leur relation,
qui n'est pas seulement une réaction à sa personnalité un peu égocentrique et qui n'est pas toujours très agréable, et puis sa tendance à être un peu effectivement provocateur et tout ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond dans la version qu'a Rockwell pour lui, en fait. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je pense que on en reparlera peut-être quand on parlera de la fin, mais il y a ce fil directeur aussi sur la paternité, en fait, qui revient avec Rockwell, parce que c'est son seul point faible. Et c'est aussi la seule chose qui l'humanise. C'est de savoir qu'il a perdu son fils et que, en fait, c'est le seul truc qui le rend un petit peu vulnérable dans certaines scènes, parce que sinon, c'est quand même un enfoiré, Rockwell. Enfin, je pense que c'est peut-être le plus gros enfoiré du film, enfin, plus que Marty, je trouve. Oui, pour le coup, aucune nuance, c'est sûr que c'est l'antagoniste pur. Il n'y a pas d'autre là-dessus. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de lui, il y a cette fameuse scène où il va confronter Bella, Kletzky et Marty, et ça donne l'occasion à Kletzky de raconter une anecdote de quand il était prisonnier à Auschwitz. C'est la scène du miel. Tell him you used to defuse bombs for the Nazis. Tell him the story you told me about Listen, I've got the a whole bees. table of people Wait. waiting for me. You're gonna love the story. Tell him. So each morning they would send me into the woods with the bombs on the outskirts of the camp, where I could only do damage to myself. So one time, I followed a honeybee, A bee. all the way to its hive. And I smoked all the bees out, and then broke it open, and I smeared the honey all over my chest, my arms, everywhere. Why? Because later that night, I let all my bunkmates to lick the honey off of me for nourishment. Moi, la première fois que j'ai vu cette scène, j'étais totalement matrixée. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est totalement décorrélé du reste du film, en fait. Et au final, peut-être pas tant que ça, puisque l'antisémitisme, effectivement, c'est quelque chose qui revient dans le film. Mais comment tu interprètes cette scène qui ressemble limite à une fable, où il y a une allégorie, il y a la musique un petit peu messianique derrière, au moment où il est en train d'être léché donc, par tous ces hommes. Et juste après ça, la coupe, c'est vers Gwyneth Paltrow qui va se taper Marty. Donc il y a quelque chose limite d'érotique aussi dans la manière dont c'est amené et dont ça nous amène à la suite du film. C'est très étrange quand même. Ça crée une vraie rupture dans le ton, effectivement. Ouais. Alors déjà, en termes de contexte, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que dans son livre, Marty Reisman, qui est donc le vrai Marty, raconte qu'il a rencontré un champion polonais qui effectivement a été en camp de concentration et qui a vécu en fait l'anecdote qui est racontée dans le film. Et pour moi, la vraie nuance, du coup, c'est ce que tu dis, la façon dont c'est filmé, qui est assez poétique, alors que ça raconte quand même quelque chose d'extrêmement dur. Et je pense, c'est comme ça que j'interprète en tout cas, parce que c'est du point de vue de Marty. C'est-à-dire que lui, il imagine quelque chose qu'il n'a pas vécu. Donc c'est pour ça, je pense que il y a une espèce de contradiction entre le ton et le fond. À chaque fois que je la revois, j'y vois quelque chose de différent dans cette scène, et je la trouve très belle, alors que c'est tellement casse-gueule en plus de mettre ça en plein milieu de ce film, de le raconter comme ça, de le filmer comme ça. Il y a même tout un débat sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas filmer en fait des camps et de la Shoah. Et je trouve que Safdie le réussit très très bien. Bon, aussi grâce à la musique, mais ouais, j'aime bien la manière dont tu le décris. Moi, j'y ai vu aussi une expression du désespoir qu'on va retrouver aussi chez certains personnages et de cette manière dont, par exemple, Marty est prêt à tout pour atteindre son but et pour survivre, en fait, puisque lui, il le voit vraiment comme une question de survie, tout ce qui lui arrive. Et c'est le cas, matériellement, il a besoin de prendre un avion pour rentrer chez lui, etc. Et donc, j'y ai vu une allégorie très, très poussée de ça aussi, du concept de survie qu'on trouve dans tout le film, en fait. Je voulais aussi saluer, avant d'oublier quand même, les décors de Jack Fisk, que je trouve exceptionnel. C'est un production designer, un chef décorateur de légende qui a travaillé avec Terrence Malick et avec David Lynch. Dès que j'ai vu son nom au générique, moi j'étais comme une folle parce que j'admire énormément son travail et je trouve que la reconstitution du New York des années 50 est vraiment impressionnante, que ce soit dans les environnements sportifs ou dans ces rues justement de New York avec les tenements où vit Marty et sa mère et sa famille. Le bowling, vraiment toutes ces scènes sont incroyables et c'est quand même en grande partie grâce au travail de Jack Fisk, quoi. Oui, il a été nommé 3 fois aux Oscars. Il a travaillé sur l'un de mes films préférés qui est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. J'adore. J'adore ce film. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment. Vous allez passer un très bon moment.
On a vraiment trop les mêmes goûts, toi et moi. Oui, vraiment. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il a une approche complètement documentaire quand il travaille. Et donc, il y a eu toutes ces recherches en fait, qu'il a effectuées avant. Ils ont reconstitué, en fait, moi j'adore dans les lieux, le lieu qui m'obsède le plus, c'est cette boutique de chaussures. Parce qu'on a vraiment envie de faire un arrêt sur image et puis regarder spécifiquement tout ce qu'il y a dans l'environnement. Et oui, je suis d'accord avec toi, le travail est remarquable. Et puis, il y a un vrai sens du détail. Information que je ne connaissais pas, visiblement, les balles de ping-pong dans les années 50 étaient plus petites. Ah ouais. Voilà. Donc, voilà, il y a un vrai sens du détail, en tout cas, dans tous les départements et dans toutes les scènes, quoi. J'adore. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais dans la toute première scène, on a déjà le premier indice que Marty est un gros scammer, puisqu'il attrape une boîte de chaussures en taille 8,5 et il l'amène à la cliente qui lui a demandé du 9,5 et elle n'arrête pas de lui dire « Mais c'est bizarre, vous êtes sûr que c'est du 9,5 ?» Et elle n'arrive pas à rentrer ses pieds dedans. Et il lui dit « Oui, oui. » Et en fait, ça, moi, je n'avais pas remarqué au premier visionnage qu'il lui avait menti. Et donc, en fait, on comprend que, en le revoyant, que tout ça était vraiment très élaboré, tout ce stratagème pour juste voir sa meuf et ensuite lancer les spermatozoïdes vers leur destinée. Ils y ont bien réfléchi à l'avance quand même. De toute façon, ce film est quasiment parfait, j'ai envie de dire parfait même pour moi. Je suis d'accord. Et la façon dont il introduit ce personnage, c'est-à-dire son bagou, en fait, c'est une des choses qui le caractérise. C'est ce qui fait la réussite de cette scène et aussi son humour, parce que c'est ce qui rend le personnage un peu moins antipathique, je pense, pour le public aussi. Oui, qui est très charmant. Et d'ailleurs, cette scène nous indique aussi que elle, Rachel, est aussi une scammeuse, puisqu'elle participe évidemment à ce petit stratagème. Et puis, quelques minutes après, on découvre que sa mère aussi, à Marty, a quand même bien l'habitude de manipuler et d'exagérer et de raconter des bobards pour faire en sorte que son fils revienne à la maison, puisqu'elle fait semblant d'être malade, tout ça. Et donc, on comprend que lui, il a grandi avec ça aussi, avec cette tendance à manipuler et à mentir pour obtenir ce qu'on veut, à jouer sur les émotions des autres. Et donc, c'est hyper malin parce qu'en fait, vraiment, en quelques plans, quelques séquences, on a déjà tout ça qui est posé de manière brillante, quoi. On a beaucoup de personnages secondaires dans ce film, que je trouve, moi, tous exceptionnels. Je sais pas s'il y en a un que tu préfères. Je t'ai donné un indice tout à l'heure, c'est Abel Ferrara, clairement, nice. Qui ne fait pas sa première apparition chez les Safdie. Qui joue donc Ezra, le gangster amateur de chiens. Un peu mafieux. Déjà, dès sa première apparition, je le trouve magistral. Et quand j'ai vu son nom apparaître au générique, je me suis dit, je suis un peu curieuse de voir ce qu'il va faire. Et on l'a déjà vu, alors c'était, il me semble, dans Daddy Long Legs, où il joue alors faut pas cligner des yeux, c'est-à-dire qu'il apparaît dans une scène, je crois que c'est un espèce de voleur, un des personnages secondaires qu'on voit souvent chez les Safdie, de criminels. Et donc là, j'étais vraiment contente de le voir davantage. Et puis je trouve que, en fait, génial. Ce que j'adore, c'est qu'il y a une espèce de filiation qui est clair entre le cinéma des Safdie et le cinéma d'Abel Ferrara. Et j'adore en fait ce clin d'œil du fait qu'il soit présent et que c'est un peu un hommage à ce réalisateur qu'on voit malheureusement plus trop aujourd'hui, quoi. Ouais, qui a tellement une gueule qu'on se dit effectivement il devrait plus souvent jouer la comédie. Et donc, pour rappel, Abel Ferrara, qui est le réalisateur de Bad Lieutenant, entre autres, donc qui parle lui aussi du crime et qui a des films assez costauds, je dois dire. En tout cas, moi, ceux que j'ai vus m'ont toujours laissé une forte impression. Moi, je pense que Ramsetti, c'est mon préféré. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, je suis trop contente. Pourtant, il est très antipathique aussi. En tout cas, avec Marty, il le rabaisse en permanence. On sent qu'il a énormément de mépris pour lui. Mais j'aime bien parce qu'il représente le vieux monde, justement. Il représente le Britannique qui est outré par l'américanisme total de Marty. Et Marty qui est vraiment, je pense, un élément annonciateur de ce que vont devenir les États-Unis aussi avec le capitalisme débridé des années 80. C'est comme ça que j'interprète la musique des années 80 aussi. Je pense que c'est pour nous rappeler ce que va devenir le capitalisme dans cette décennie-là. Et donc Ramsetti, je l'aime bien parce qu'on sent qu'il est absolument dégoûté par le personnage de Marty. Et ça me fait toujours beaucoup rire. Après, je pense qu'il y en a un qui est, peut-être un peu moins secondaire, qui est très important, mais c'est le personnage de Rockwell, que je trouve fascinant, et d'autant plus fascinant qu'il est joué par quelqu'un qui n'est pas acteur, mais qui est un homme d'affaires lui-même, qui est Kevin O'Leary. C'est, je crois, son premier rôle à l'écran, même s'il est déjà beaucoup passé à la télé, parce qu'il passait dans l'émission Shark Tank. Mais c'est vraiment, moi, je trouve sa performance incroyable, et quand il dit « je suis un vampire », j'y crois, mais à 100%. Save your breath. I know I'm not getting paid. Win or lose, you get nothing. And by the way, I wonder how you're going to get home because you're not getting on my plane. It doesn't matter, okay? Unless you're planning on shutting down the event, we got nothing to discuss. You think it's that simple? Yeah, I do. Let me explain to you. I was born in 1601. I'm a vampire. I've been around forever.
I've met many Marty Mouses over the centuries. Some of them crossed me, some weren't straight, they weren't honest, and those are the ones that are still here. You go out and win that game, you're gonna be here forever too. You'll never be happy. You will never be happy. All right. Okay, Mr. Rockwell. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ce personnage et de cette performance, mais moi je trouve que c'est une des révélations du film, Kevin O'Leary. Je le trouve incroyable et j'ai l'impression enfin, je vais pas dire qu'il joue pas la comédie, mais je pense qu'il y a un peu de lui-même quand même dans ce personnage. Ah oui, sans doute. Qu'on a vu. Et il faut vraiment, je pense, saluer la directrice de casting des Safdie, qui est Jennifer Vendetti, si je me trompe pas dans son nom, qui a toujours cette capacité à trouver des vraies gueules, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, qui peuplent ces films. Et puis, à une époque où on se plaint de voir trop d'acteurs qui ont des iPhone face, entre guillemets, et qui ne correspondent pas aux époques ou qui ne correspondent pas au milieu, là, chez Safdie, il y a toujours des découvertes d'acteurs qui sont incroyables et puis qui portent parfois juste une mini-scène, en fait. Alors, petite anecdote que j'ai glanée en discutant avec le co-scénariste Ronnie Bronstein, la fameuse réplique « Je suis né en 1601, je suis un vampire », c'est Kevin O'Leary qui l'a trouvé lui-même, parce qu'en fait, ils lui ont demandé justement, toi, t'es un homme d'affaires, enfin, à ce moment-là, il est censé intimider Marty, et ils lui ont dit « Comment tu fais pour intimider quelqu'un ?» Enfin, dans une négociation, dans un business deal comme ça, c'est quoi ta méthode ? Et en fait, Kevin O'Leary leur a dit « Les menaces, ça marche pas. Enfin, on est tous habitués à se parler de manière très agressive, donc moi, ça me fait pas peur. Par contre, ce qui va me faire peur, c'est quelqu'un qui me fait perdre les pédales parce que je comprends pas ce qu'il raconte. » Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée. Il a dit, par exemple, si je te dis « Je suis un vampire », là, je vais avoir peur déjà parce que les vampires, ça fait peur, mais aussi parce que je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Et donc, c'est la confusion qui crée la peur dans les business deals. Et donc, ils ont dit, mais ok, génial, on prend ton idée. Et c'est comme ça qu'ils ont intégré la réplique au film. Et je crois même qu'il a été envisagé que le film se termine avec Kevin O'Leary qui incarne un vrai vampire et qui hante Marty Supreme, genre dans les années 80, justement, qui arrive et qui le mord et qui a sa revanche toutes ces années plus tard. Finalement, ils ont abandonné l'idée, mais j'adore ce moment parce que, un peu comme la séquence du miel, pour moi, c'est une rupture totale où à ce moment-là, on vient de voir quasiment tout le film, et là je me dis, mais est-ce que ça va basculer justement ? Est-ce qu'en fait on va partir dans du fantastique ? Ça sort tellement de nulle part, je trouve ça brillantissime. Et je suis très contente qu'ils en soient restés là, mais pour moi c'est une des meilleures répliques du film, quoi. Dans cette scène, je le trouve terrifiant, clairement. Mais oui. Et ce que j'adore, c'est vraiment la réaction de Marty, parce que ça dit tout du personnage. Je pense qu'un autre personnage serait complètement tombé dans le panneau. Et là, il est à un tel niveau peut-être de désespoir, en fait, que ça ne le touche même plus de se dire que sa vie va être gâchée. En vrai, tant pis, quoi. C'est un peu... Et le film est un peu construit, je trouve, sur des espèces de fausses fins. On se dit, jusqu'où on va aller ? Quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait ? Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, moi, c'est un de ces moments qui me rend Marty attachant, malgré tous ses côtés antipathiques, c'est qu'il est tellement persuadé du chemin, en fait, qu'il est en train d'emprunter, que rien ne peut l'arrêter, y compris les menaces de Rockwell. Et on sent que, justement, là, il sait qu'il est en train de gagner un faux tournoi, mais c'est pas grave. Et la manière dont il se comporte avec Endo aussi, à la fin, en lui disant « T'es un incroyable joueur ». Enfin, il y a quelque chose d'équilibré, je trouve, dans son personnage, qui permet aussi de l'apprécier dans des moments pareils, parce que... on se dit, c'est un gentil, quoi. Il veut juste vraiment gagner sa partie de ping-pong, laissez-le gagner, le pauvre. Et puis après, il laissera tout le monde tranquille. Bon, tu vois que tu l'as pas trouvé complètement antipathique, finalement. Non, mais en fait, je voulais adopter la position du public aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est un énorme connard, ce personnage ? Levez la main si vous trouvez que c'est un connard. Voilà, quand même, on a quand même les 2/3 de la salle qui trouvent que ce personnage est antipathique. Et c'est pour ça que je voulais anticiper, parce que pour moi, oui, il est antipathique, mais ça ne l'empêche pas d'être charmant et d'être captivant à l'écran. Mais visiblement, je connais des gens qui ont pas réussi à entrer en empathie avec lui, et du coup ça a gâché le film pour eux, parce que c'est pas possible de regarder un film avec un personnage qui détestait autant. Et moi je trouve que toutes ces scènes-là permettent quand même d'apprécier le personnage et de lui trouver des côtés un petit peu plus humains. Et puis il a du flair, quand il fait le truc avec le couteau là, c'est exactement ce qu'il dit. Il résume tout le personnage à ce moment-là. Il dit, si tu veux pas être réaliste, autant rajouter un peu de flair, quoi. Ou quand il dit aussi, justement, il dit qu'il veut pas faire le faux tournoi avant le vrai, parce qu'il dit le drama c'est très important pour moi. Je veux pas perdre le drama. Et je trouve que tous ces moments sont géniaux, en fait. Il se connaît très bien aussi lui-même, quoi. Puis la scène de la corbeille aussi, incroyable. Tu sais, quand il lui dit « regarde par la fenêtre » et il jette dans la corbeille. Ça aussi, c'est vraiment, moi, je le trouve fascinant. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer un personnage, mais être fasciné par tout ce qu'il fait
et la manière dont il arrive toujours à sortir de toutes ces situations, quoi. Oui, et puis c'est un peu le principe du pervers narcissique, même si c'est une expression qui est hyper galvaudée, mais je pense qu'on pourrait totalement l'appliquer à ce personnage qui est très charmant et charismatique, mais qui est aussi manipulateur et qui ne cause que la destruction autour de lui. Enfin, globalement, il gâche la vie de tout le monde, quoi. Mais il le fait avec tellement de charme qu'on a envie de lui dire, ok, vas-y, gâche ma vie. Bon, en tout cas, qu'on comprend pourquoi les gens tombent dans le panneau. Ouais, c'est ça. Même si, franchement, enfin, parfois tu te dis, à la place de Gwyneth Paltrow, toi, t'y vas le premier soir. Enfin, vraiment, je pense que c'est surtout parce qu'elle est très malheureuse dans son mariage et que lui, il a tellement pas froid aux yeux que les gens espèrent choper un petit peu de ça en étant à son contact à lui. Mais je sais pas si j'irais non plus m'offrir à lui en corset, en plein milieu de la nuit. Enfin, je sais pas, tu vois. J'avoue que je me suis pas posé la question. Ouais, écoute, je sais pas, j'ai essayé de me projeter au maximum en regardant le film. Je voulais faire un petit point ping-pong. Il y a quand même une petite thématique ping-pong dans le film et il faut dire que, vous l'avez peut-être remarqué, toutes ces scènes ont été tournées avec des balles de ping-pong en CGI. C'est totalement fake et je trouve ça d'autant plus impressionnant pour la performance de Timothée Chalamet qui a dû apprendre en fait la chorégraphie de tous ces matchs par cœur pour pouvoir les rejouer devant la caméra. Et donc, ils se sont entraînés très, très, très longtemps. En fait, ils ont travaillé avec les experts ping-pong d'Hollywood, qui sont Diego Schaff et sa femme, Wei Wang, qui, elle, a concouru pour la Chine au JO en 1996. Donc, c'est une athlète pongiste. Et donc, c'est eux qui ont travaillé sur Forrest Gump, le film du ping-pong, hein, globalement. Balls of Fury, que je n'ai pas vu, mais qui est l'autre film sur le ping-pong. Et ils ont même été consultants sur Friends, puisqu'il y a tout un épisode avec un tournoi de ping-pong. Et en fait, c'est vraiment, à chaque fois qu'il y a une scène de ping-pong quelque part, Hollywood fait appel à ce couple. Donc c'est vraiment, si vous avez besoin, si vous avez des questions ping-pong, c'est eux qu'il faut appeler, quoi. Donc en fait, tous les 10 ans, c'est ça? Exactement, c'est ça. J'espère qu'ils ont d'autres manières de gagner leur vie. Je suis pas sûre. C'est ça. Mais ouais. Donc en fait, Timothée Chalamet s'est entraîné avec eux et c'est eux qui ont bâti la chorégraphie des matchs avec Josh Safdie. Et puis il s'est entraîné aussi avec un vrai joueur qui s'appelle Josh Bennett, qui est un jeune pongiste britannique qui est actuellement classé 14e en Angleterre. Ne me demandez pas plus de détails parce que j'avoue que sur le sport et le ping-pong, je suis pas hyper calée. Mais on le voit dans le film, en fait, il fait partie des gens qui encouragent Marty quand il est en train d'être battu par Endo dans le premier tournoi. Et c'est aussi lui qui est montré, qui est sur la couverture, en fait, d'un magazine que Marty montre au père de son pote en disant « Regarde, lui, c'est le numéro 1 au Royaume-Uni. » ou je sais pas quoi, Ted Bailey, en fait, sa photo, c'est la photo du joueur britannique, qui est un vrai joueur britannique et qui donc a beaucoup entraîné Timothée Chalamet pour que ses mouvements soient plausibles. Et donc lui, je lui ai posé la question quand j'ai eu l'occasion de lui parler. Salut, c'est la Anaïs du présent. Vous le savez, vu que j'en parle littéralement à chaque seconde de ma vie, j'ai pu rencontrer Timothée Chalamet à Los Angeles en novembre, pendant la campagne des Golden Globes, pour lesquels je vote. On va créer un nouveau jeu à boire. Vous buvez à chaque fois que je mentionne que je vote aux Golden Globes. À cette occasion, il avait tenu une conférence de presse assez intimiste et j'ai pu lui poser 2 petites questions avec ma voix tremblante parce que je vous avoue qu'il est assez intimidant en vrai et j'en profite ici pour vous faire écouter ça. Next up, I've pulled Anaïs Bordage from Paris. Woo! Bonjour. Bonjour, salut. Est-ce que vous pouvez me raconter dans le plus de détails possible tout le processus qui concerne les scènes de ping-pong, de la préparation à la chorégraphie, en passant par le tournage, le nombre de prises nécessaires, etc. Et aussi, quand est-ce que vous allez jouer dans un film français? Okay, well, answer the second part first. I would love to do a French film, and I would absolutely love to. I think it would be good for my artistry and my career to take it out of the... It's not even a Hollywood set of movies because I feel Marty Supreme is very indie-minded, but I think it would push me out of my comfort zone, so I would love to, and just waiting for the right project. As far as the ping pong sequences, I work with Diego Schlaff and his wife, Wei, who were the ping pong coordinators on this, and they are the go-to ping pong people in Hollywood. They did Forrest Gump, and they did Balls of Fury, and they are who people go to for ping pong things. And I worked with them for about 4 or 5 years on this, in between different projects. In the 3 months leading up to this, it was really learning these sequences almost like dance, like choreography. And some of these points are 14, 15, 16 rallies each. I almost think it's more interesting, it'd be more interesting for you guys to see without the ball, than with the ball, because it's this strange arrhythmic dance
that, like I said, is memorized in advance. You know, it was like balletic, and at some point we got into a great rhythm about it. But Josh is such a perfectionist. I mean, sometimes we were memorizing, like, I think for the final sequence movie, we memorized like 40 sequences. Like, there's no way this is all going to be in the movie. You know, why are we? But Josh just pushed us to that limit. So on a practical level, to answer that, it was a ton of rehearsal, a ton of memorizing these sequences, and I was very well propped up by what is basically all professional table tennis players that you see in the movie. Like this fantastic player, Timo Boll, one of the great living table tennis players from Germany, an Olympian. He's briefly in the movie, you know, so I'm propped up in a way that on A Complete Unknown, I didn't need to be as propped up because I was playing the guitar live. Because playing an instrument has a certain level of authorship. I'm comforted by the fact that Josh says some of these points in the movie, the best players in the world couldn't do in a memorized sequence. Because obviously on the day I was trying to as much as possible, and then Josh said, hey, we're not gonna make our day. Mais ouais, non, moi je trouve que c'est très impressionnant et en fait, je pense que rien que pour ça, s'il gagne son Oscar, il l'aura pas volé parce que c'est une performance qui est tellement complète en fait, parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a du physique, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il doit se faire fesser aussi quand même Car par une c'est raquette. vraiment lui, il n'a pas doublure. Waouh, quel homme. Très courageux, très courageux. Je sais que vous posiez la question, donc voilà. C'est les vraies fesses de Timothée Chalamet qu'on voit en... Ok, ravi de le savoir. Qu'est-ce que tu as pensé de la bande-son de Daniel Lopatine, que personnellement je trouve incroyable? En fait, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'espèce de dualité, c'est-à-dire t'as un côté un peu avec les chœurs, un côté un peu néoclassique dans des moments qui sont clés, notamment quand il couche avec le personnage que je ne connaisse pas trop. Et t'as ce truc un peu anachronique aussi, années 80, avec les synthés, qui est beaucoup plus oppressant. Et je trouve qu'en fait, ça fonctionne parfaitement, en plus des chansons un peu cultes des années 80, qui arrivent toujours à des moments très marquants et qui correspondent toujours avec l'arc du personnage. Ouais, totalement. La première scène et la dernière sont marquées par des gros tubes 80s. Moi, tout de suite, je me suis dit, c'est parce que ce personnage-là, il se voit dans le futur, en fait. Enfin, il pense qu'il est déjà dans le turfu et qu'il représente le futur du ping-pong aussi. Et donc, cette musique des années 80 est là pour nous rappeler que lui vit un peu en avance sur son temps. Tout le monde le méprise, personne ne croit en lui, mais lui, il croit en lui. Et donc, il a cette vision un petit peu futuriste. Après, je sais que Gwyneth Paltrow et Josh Safdie, eux, ont dit qu'ils pensent aussi que le film, c'est Marty qui se remémore en fait sa jeunesse et que donc c'est pour ça qu'il y a de la musique 80s. C'est parce que le film est du point de vue d'un Marty plus vieux qui se remémore comment il a réussi à gagner ce tournoi face à Endo. J'avais lu effectivement qu'il parlait de ce côté, un peu ce regard d'un Marty adulte sur un Marty jeune, ce qui effectivement peut tenir la route, mais je trouve qu'il aurait fallu peut-être un peu plus l'assumer dans ce cas-là. Aussi, il y a un peu des parallèles que lui faisait entre les années 50 et les années 80, que ce soit l'état de la société américaine, que ce soit les filiations en termes artistiques, de musique, de mode. Et puis, j'aime bien que, d'un côté, on a vraiment une reproduction assez exacte en termes de costumes, en termes de décors, et puis qui s'autorise un peu un pas de côté qui fonctionne parfaitement et qui est aussi un peu un clin d'œil à ses films précédents, puisque c'est pas leur première collaboration non plus, quoi. Les années 80 aux États-Unis, c'est aussi la décennie du capitalisme débridé et je pense que le film a un propos tellement fort sur le capitalisme et la naissance du capitalisme moderne. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'il m'en avait parlé quand j'avais fait une interview avec Josh Safdie. Je pense que la musique 80s, elle est aussi là pour nous rappeler ce que vont devenir les États-Unis et le fait que le film se termine sur l'enfant de Marty, qui donc sera en âge de travailler dans les années 80, puisque donc il aura 30 ans quand cette musique-là sera d'actualité. Je pense que c'est pas anodin non plus. Enfin, en fait, il y a peut-être une question de transmission, qui est peut-être pas une transmission très positive en fait, mais que l'état d'esprit, tu vois, archi-capitaliste et individualiste de Marty va peut-être être transmis à cet enfant qui ensuite va devenir, Michael Douglas, tu vois, dans les années 80. Sur la question du capitalisme, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à leurs films précédents, où on était toujours un peu dans un New York interlope avec des gens qui étaient clairement marginaux,
qui étaient clairement aussi dans l'illégalité, c'était des criminels. Il y a aussi, ils ont traité pas mal la question de l'addiction. Donc là, on était vraiment dans des univers très spécifiques dont ils sortaient à peine. Là, ce qui est intéressant, je trouve, avec le personnage de Marty, c'est qu'il touche constamment du doigt la vie qu'il veut, en fait, et qu'il n'arrive jamais à l'atteindre. Et je trouve que ça résume bien ce que tu dis sur le capitalisme, c'est-à-dire qu'il est constamment à côté de sa vie, en fait. Ouais, totalement. Bon, j'ai déjà un petit peu indiqué mon interprétation de la fin. Comment toi, tu l'interprètes ? Est-ce que tu veux la version optimiste ou pessimiste ? Bah justement, c'est ça qui m'intéresse, parce que j'ai parlé à des gens qui sont totalement divisés là-dessus. Ma première réaction, parce que je suis plutôt une optimiste de nature, c'est qu'à ce moment-là, son système de valeurs change et qu'il se rend compte que, effectivement, il y a une vie autre que cette recherche de réussite, et puis surtout, quel est l'objet de la réussite ? Comment on définit la réussite ? Et pour moi, à ce moment-là, son regard change. Et quand il voit son enfant. Et je pense que ce qui appuie un peu ça, c'est que Josh Safdie disait dans une interview que lui avait eu une espèce de révélation cosmique quand il avait vu sa fille pour la première fois. Donc je pense qu'il projette un peu quelque chose. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Je pense qu'il y a cette question de transmission et le fait que comme c'est un personnage un peu égocentrique, il se dit que son enfant, finalement, va peut-être accomplir ce que lui n'a pas pu accomplir. Donc, ça va être un mini Marty, quelque part. Je sais pas, j'ai envie de rester sur l'interprétation positive, quand même. Ok, intéressant. Je pense que je suis plus pessimiste, même s'il y a clairement un fil conducteur. Enfin, il y a un aspect récit initiatique, puisqu'il passe tout le film à dire je ne suis pas le père, évidemment que c'est pas moi qui l'ai mise enceinte, de toute façon je me retire, donc c'est impossible. Quand même, quand il l'emmène à la maternité, enfin à l'hôpital, et qu'on lui dit est-ce que vous êtes de la famille, il dit non, et puis finalement quand il revient plus tard, il dit oui c'est moi le père. Donc il y a un changement chez lui qui s'opère, mais moi je pense que c'est pas forcément un changement positif. Enfin, je pense que le fait d'avoir enfin gagné ce match qu'il voulait gagner, même s'il n'a pas gagné le grand tournoi, fait qu'il a eu une espèce d'aboutissement narcissique via le ping-pong et que, en fait, son enfant va être son nouveau véhicule, enfin, le nouveau véhicule de son narcissisme, en fait. C'est-à-dire que, un peu comme tu le dis, il va peut-être vouloir créer un enfant à son image aussi, ou vouloir accomplir certaines ambitions à travers son enfant, ce que font pas mal de parents. Et donc moi, je le vois comme quelque chose d'un petit peu plus sombre, où en fait, il est chamboulé dans cette dernière scène. Mais est-ce qu'il est chamboulé de manière altruiste, ou est-ce qu'il est chamboulé parce qu'il se dit c'est ma création ? Genre je suis vraiment... maintenant, je suis père et j'ai trouvé une nouvelle manière d'être encore plus imbu de moi-même, quoi. Et je pense dans l'émotion, tout simplement, après tout ce qu'il a vécu, il y a une espèce de forme de lâcher-prise à ce moment-là, comme ce qu'on vit tous quand on sort d'une grosse période de stress. Donc, je pense qu'il y a une espèce de mélange d'émotions qui est peut-être pas aussi défini finalement quand eux l'ont écrit. Peut-être que voilà, ils n'ont pas non plus une intention qui est hyper claire et une vision de ce que pourrait être le personnage de Marty par la suite. En fait, c'est ça qui est bien pour moi, c'est que la fin est ambiguë, elle est ambivalente, et je sais pas vous, mais personnellement, je préfère toujours quand il y a une fin ambivalente qu'on peut lire de plein de manières. Peut-être qu'il pleure aussi juste parce qu'il se dit putain, je vais changer des couches maintenant pendant des mois et j'ai pas du tout envie. Effectivement, t'as raison, il y a aussi peut-être juste tout qui retombe parce qu'il a vécu un enchaînement assez intense quand même d'aventures. Et d'ailleurs, sur cette fin, moi j'ai été très étonnée parce que je m'attendais même pas à ce qu'il aille jusqu'au Japon. Je pensais vraiment que connaissant le cinéma des Safdie, je m'attendais pas du tout à une espèce de fin où on pourrait interpréter un happy end. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que même s'il y a un systématisme dans leur cinéma, en termes de structure, en termes de personnages, des fois de déco entre des scènes. Je voyais la scène de la voiture où il court à côté de la voiture. Et je crois que c'est dans Good Time, il y a un moment aussi qui est un petit peu similaire. Mais quelque part, ils arrivent quand même... Enfin, je parle au pluriel alors que non, ils sont séparés, il faut que je m'y fasse. Mais il arrive en tout cas quand même à un peu étendre cet univers, renouveler ses thèmes. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils ont une identité assez forte et en même temps une capacité à se renouveler. Ouais, en fait, je trouve que c'est le film peut-être le plus lumineux de Josh Safdie. Enfin, Uncut Gems et Good Time, c'est quand même bien cafard, je trouve. Enfin, c'est très très dark et ça se termine de manière beaucoup plus sombre aussi. Alors que là, il y a une fin qui peut être interprétée comme optimiste. Donc ouais, je pense qu'il y a peut-être aussi un changement de cap. Bon, déjà parce qu'il l'opère seul maintenant, même s'il collabore toujours avec Ronnie Bronstein, qui est son co-scénariste depuis longtemps. Et que Scongi aussi, qui avait bossé sur leur film précédent. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a une équipe très soudée autour de Josh Safdie et on retrouve un peu les mêmes noms
nom d'un film à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que Ronnie Bronstein, c'est le mari de Marie Bronstein, qui est réalisatrice et qui a sorti un film qui est aussi dans la course aux Oscars cette année. Qui n'est pas sorti en France encore, malheureusement. Ouais, qui s'appelle If I Had Legs, I'd Kick You, qui est un film sur la maternité qui est horrible. Enfin, le film est bien, mais faut se le taper, quoi. Enfin, vraiment, c'est très, très dur à regarder. Et c'est une vision très, 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 très dure de la parentalité. Et Ronnie Bronstein a produit le film de sa femme. Et je trouve ça intéressant que là, dans Marty Supreme, il y ait quelque chose de beaucoup plus joyeux qui s'exprime. En tout cas, dans la paternité. Parce que je trouve quand même que dans le film Marty Supreme, la maternité est quand même représentée comme un enfermement ou une condamnation. Que ce soit pour Kai, qui a dû abandonner son rêve à elle d'actrice quand elle est devenue mère, et qui dit qu'elle s'est fait piéger un peu par Rockwell, ou que ce soit pour Rachel, qui a pas des perspectives non plus hyper chouettes dans sa vie. Enfin, que ce soit avec son mari ou avec Marty, c'est pas vraiment un happy end pour elle. Alors que pour Marty, il y a peut-être une chance que ce soit happy, mais pour elle, je suis pas sûre, quoi. Donc il y a quand même une dichotomie aussi entre la paternité et la maternité dans le film que je trouve intéressante. Enfin, clairement, c'est un film qui a aussi été fait par des mecs. Et comme tu le dis, c'est intéressant que lui ait eu cette révélation cosmique. Quand sa fille est née, il a peut-être une vision beaucoup plus belle de la parentalité que sa femme. On sait pas. Oui, je veux pas spéculer, il y a des mais changes en termes de charge mentale aussi, peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Si on va pas sur les schémas habituels. On va pas trop spéculer sur sa vie privée. Est-ce que tu as une scène préférée dans ce film? Je pense que c'est la scène de la baignoire, clairement. Ouais. Incroyable. Je crois que les gens sont d'accord avec moi. C'est cette succession de chaos complet. Et puis, je m'y attendais pas du tout, en fait. C'est le moment où ça arrive, ça prend vraiment le spectateur au dépourvu. Et je pense que c'est aussi le moment où j'ai le plus ri vraiment dans le film. Et c'est aussi le moment où le film chavire un petit peu, parce que jusque-là, on s'attend pas forcément à ce que ça vire vers le polar à ce point-là, ou vers quelque chose de très, très, très anxiogène. Et à ce moment-là, je pense qu'on comprend un peu dans quel film on est. Et que ça va dégénérer, même si on est encore loin de tout ce qui va se passer derrière. Mais ouais, là, c'est assez intense, quoi. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les scènes avec Dion aussi, l'ami de Marty. Là aussi, je trouve que même si Marty, parfois, lui parle pas très bien, on sent qu'il a une affection sincère pour lui et un respect sincère pour lui, que c'est pas juste de la manipulation quand il dit à son père « mais il est hyper brillant, votre fils », tout ça. Enfin, il est narcissique, donc je pense qu'il aime le fait que son ami Dion soit aussi admiratif de lui, mais il va aussi prendre sa défense quand Rachel l'insulte. Enfin, je sais pas, je trouve que j'aime beaucoup la dynamique qu'il y a avec ce personnage-là. Je trouve que de toute façon, il y a toujours une ambivalence en fait dans sa relation à l'autre. On voit avec le personnage de Gwyneth Paltrow où il est extrêmement dur avec elle, il lui reproche de se comporter un peu comme sa mère, et en même temps, quand il est au théâtre et qu'il la regarde sur scène, on sent qu'il y a quand même une espèce d'admiration et peut-être d'affection pour elle aussi. Ouais, complètement. J'adore le moment où Kai rentre aussi pour la première fois dans le tournoi, je crois que c'est le British Open, c'est ça, au début, où elle est filmée comme ça de haut, on a l'impression qu'elle rentre à la messe, en fait, et c'est un petit peu ça, pour ce personnage-là qui va découvrir, et puis pour Marty qui considère le ping-pong, avec émerveillement. Je trouve que c'est un film qui est superbement réalisé et écrit. Bref, comme tu l'as dit, je trouve que c'est un film parfait, mais j'aime beaucoup ce moment-là. Est-ce que tu as une réplique préférée? Que ferait le monde sans stylo? Pas mal, pas mal. Ça, c'est un grand moment pour moi. Attends, moi j'en ai noté quelques-unes, mais je crois... Bon, déjà, j'adore « Je suis le pire cauchemar d'Hitler ». Quand même très, très fort. Là aussi, tu te dis, c'est quand même osé, quoi. Et j'ai noté que c'était les premiers rires de la salle. Ouais. Les premiers rires unanimes, en tout cas. Surtout qu'au début, on est aussi un peu en mode, est-ce qu'on peut rire à ce qu'il est en train de raconter? En fait, c'est horrible. Et lui-même dit, il y a ce moment très méta où il dit, non, mais c'est bon, j'ai le droit de dire ça, je suis juif. Mais c'est tellement choquant, malaisant et drôle à la fois. Ouais, je trouve que c'est très réussi. Et il y en a une que j'aime beaucoup, parce que pour moi, elle résume aussi tout le film. C'est quand il dit, je crois que c'est au père de Dion, il lui dit « J'ai énormément de respect pour votre argent ». C'est quand même incroyable de sortir ça, quoi. C'est vraiment « Je te respecte pas toi, je respecte ton argent ». J'adore ce personnage. Vraiment, je le trouve fascinant. Est-ce que tu as un MVP pour ce film? Parce que ça, c'est aussi une tradition qu'on avait dans Amis, c'était d'élire à chaque fois un MVP, donc le joueur le plus essentiel de la partie. Et là, c'est tout à fait à propos pour un film sur le ping-pong. Même si je sais pas s'il y a des MVP en ping-pong, venez pas me chercher après pour me dire que c'est au basket, c'est pas au ping-pong, je sais, mais c'est pas grave. Je dirais Moïse, clairement. Ouais, c'est vrai. Très beau MVP.
Moi, je vais peut-être dire Wall-E, parce qu'on n'en a pas trop parlé, qui est joué par Tyler, the Creator, mais qui est quand même un élément hyper important du récit. Et je crois qu'il fait aussi son début, enfin, c'est son premier rôle au cinéma, Tyler, the Creator, et je le trouve très, très bon. Et c'est, je pense, les scènes qui me font le plus sourire, parce qu'il y a une camaraderie qui est très pure entre eux. On n'a pas parlé d'Odessa Zion, mais... C'est vrai, qui est incroyable. Oui. Qui joue Rachel, donc la petite amie elle est vraiment clandestine. C'était la première fois que je la voyais à l'écran. En fait, j'ai pas vraiment suivi sa carrière. Après, je l'ai vue dans I Love LA. Mais oui, en tout cas, je la trouve vraiment incroyable, quoi. Elle était dans une série qui s'appelait Grand Army. C'était une mini-série d'ailleurs, enfin il n'y a eu qu'une saison, et elle joue une victime de viol, je crois, ou d'agression sexuelle dans un lycée. Et il faut aussi préciser que c'est la fille de Pamela Adlon. Et clairement, elle est très, très impressionnante dans ce film. Enfin, elle est entourée d'acteurs très confirmés et elle s'en sort très, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce mélange, en fait, d'acteurs confirmés et de non-professionnels que les Safdie affectionnent tout particulièrement et qui fonctionnent très bien dans le film. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas on sent pas une différence de niveau, en fait, entre tous les joueurs. Il y a quelque chose de très unifié, quoi. Donc ouais, je vais rester sur Wall-E ou peut-être les balles de ping-pong orange, qui au final ne sont pas si importantes que ça dans le film. Enfin, il y a limite une déception quand tu vois tout le marketing qu'il y a eu autour des balles de ping-pong orange, et dans le film, il y a 2 scènes avec, quoi. Je pense que ça vaut vraiment juste pour cette scène que je trouve magnifique, où toutes les balles de ping-pong sont jetées par la fenêtre. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme la veste Marty Suprême que beaucoup de gens avaient ce soir, d'ailleurs. Ouais, je suis très Bravo jalouse. à ceux qui ont réussi à l'avoir. J'en ai vu au moins 2, mais vraiment, comment vous avez fait, et est-ce que vous pouvez m'en donner une, en fait? Et le marketing autour de cette veste qui est vraiment un coup de génie, mais au final, quand on voit le film, le rapport est quand même très, très vague, quoi, entre les deux. Ouais. À part cette idée de rêver grand, les sportifs qui le portent, voilà, mais c'est pareil, c'est en termes de même d'époque, enfin ce genre de choses, c'est vrai que c'est assez loin de ce qui se passe vraiment dans Marty, en vrai. En fait, c'est marrant parce que ça, c'est aussi leur stratégie de campagne, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite voulu avoir ce message. Un film, pour gagner un Oscar, il doit aussi avoir un message qui soit facilement résumable et qui parle au plus de monde possible. Et eux, ça a été Dream Big, qui a été un peu le truc qu'ils ont affiché partout. Et même pendant les conférences de presse, pendant les interviews, ils parlaient de Dream Big vraiment à chaque phrase. Ils étaient obsédés par ça. Et je pense que je préfère ta lecture, qui est qu'il a rêvé trop grand, qui est peut-être un peu moins cucu, en fait, parce que si on regarde juste la manière dont eux vont promouvoir le film, on a l'impression que c'est un film hyper inspirant sur le fait de croire en ses rêves. Et je trouve que c'est pas vraiment ce qu'on a au final, donc j'ai peur que ça desserve le film si les gens s'attendent à ça, quoi. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence de promotion entre la période de sortie américaine qui était en fait, parce que là le film arrive un peu tardivement chez nous, mais qui était fin d'année dernière. Le film est sorti en décembre, il me semble. À Noël, ouais. Et Marty Supreme, Christmas Day. Oui, je me souviens pas, il affichait ça partout sur Instagram. Et où il était vraiment dans une espèce de stratégie de communication qui était hyper créative et très audacieuse, et qui montrait aussi son investissement parce qu'il a payé aussi de sa poche pour le marketing du film. Et aujourd'hui, dans cette deuxième phase, post aussi nomination aux Oscars, où c'est en France, j'étais un peu étonnée que ce soit finalement aussi classique, c'est-à-dire qu'il a fait Quotidien, le JT, une avant-première au Grand Rex, et finalement rien de plus. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez étonnant que en France, le marketing devienne quelque part plus classique, quoi. Ouais, mais je pense qu'effectivement, c'est un cheminement classique pour une campagne aux Oscars. C'est-à-dire que la première phase, il faut surtout attirer l'attention pour avoir les nominations. Et il en a fait des caisses, limite parfois un peu trop. Il a couru le risque qu'on le trouve un peu trop présent et un peu trop arrogant, puisque voilà, ça fait 1 an qu'il dit qu'il est très ambitieux, qu'il veut gagner un Oscar, tout ça. Il avait des tenues beaucoup plus extravagantes. Et effectivement, dans la phase 2, là, il faut plaire aux gens qui votent aux Oscars. Et les gens qui votent aux Oscars, c'est des vieux mecs à Hollywood, qui sont plus traditionnels aussi dans leur approche, même si c'est en train de changer, qu'il y a eu plein de nouveaux membres recrutés à l'international, plus jeunes, etc. Mais là, on est dans une phase où c'est beaucoup plus classique, effectivement. Il faut porter un costard, il faut serrer des mains. Et un peu comme une présidentielle, en fait, enfin, une campagne politique où, en fait, la première phase est très différente. Il faut se faire remarquer dans un très large pool. Et ensuite, là, dans la dernière ligne droite, faut surtout pas faire de vagues, parce que là, il y a le risque que tout ce qu'il dit puisse justement lui coûter sa victoire. Donc, on devient plus sage. Et c'est un peu ce qu'il est en train de faire. Et j'attends de voir. Il est quand même un petit peu menacé par Wagner Moura, peut-être Michael B. Jordan,
Peut-être Leonardo DiCaprio, mais à Hollywood, en tout cas, Leonardo DiCaprio, ils y croient pas du tout. Enfin, tous les gens à qui j'ai parlé, ils m'ont dit non, c'est bon, il l'a déjà eu, c'est sûr qu'il l'aura pas. Alors qu'il est incroyable dans Une bataille après l'autre. Par contre, Wagner Moura, qui a gagné le Golden Globe du meilleur acteur, enfin, L'Agent secret a très bien fonctionné ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de buzz autour. Pourrait peut-être lui faire de l'ombre. On va voir. Déjà, les statistiques sont pas bonnes pour lui parce que souvent, les acteurs très jeunes ne gagnent pas d'Oscar, contrairement aux jeunes actrices. Donc, je pense que son âge peut lui porter éventuellement préjudice. Après, l'avantage qu'il a vraiment par rapport à un Leonardo DiCaprio, qui effectivement est excellent, mais c'est un acteur incroyable de toute manière, c'est que lui porte vraiment le film. C'est-à-dire qu'il est de quasiment toutes les scènes, là où Leonardo DiCaprio est entouré d'un casting vraiment impressionnant et d'acteurs confirmés, ce qui fait que le film ne repose pas complètement sur lui. Donc, je pense que ça peut jouer un peu dans la balance. Et par rapport à Wagner Moura, il a été récompensé au Golden Globe, mais de fait, c'est un corps de votants international. Donc, on a aussi une inclinaison un peu plus pour les avec films beaucoup étrangers. de Brésiliens qui votent au Golden Voilà, Globes. je ne sais pas si aux Oscars, il n'y aura pas un désir de récompenser quand même un acteur américain avant tout. Pour l'instant, c'est le favori en tout cas. Il peut toujours y avoir des surprises aux Oscars. Et d'ailleurs, j'en profite pour caser que je couvre d'assez près tout ça dans le podcast Anaïs se fait des films et que je ferai très probablement un live Twitch le soir des Oscars pour commenter tout ça en direct. Donc, si vous avez envie de faire nuit blanche et de regarder ça avec moi sur Twitch, je vous invite à le faire. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à Norine Raja d'être venue débriefer ce film avec moi. Merci à Aurélie Rodriguez et à Marc Silam qui sont dans la salle et sans qui ce podcast n'existerait pas. Merci à l'Arlequin d'avoir organisé cette incroyable soirée et de projeter le film en 70 mm. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et merci à vous d'avoir bravé la pluie et la fatigue pour rester aussi tard et venir nous écouter. Merci tout le monde. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à Norine Raja de m'avoir accompagnée pour ce live dans une salle complète. Merci à l'Arlequin pour son accueil et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, mettre 5 étoiles, mettre un commentaire, etc., etc. Si vous ne l'avez pas aimé, je m'en fiche. Je suis comme Marty Supreme, je veux vivre dans la diloulou la plus totale. Vous pouvez toujours voir le film Marty Supreme en salle, au cinéma un peu partout et en 70 mm exclusivement à l'Arlequin à Paris. Sur le site slate.fr, vous pouvez aussi trouver mon article sur le film et son discours sur l'Amérique d'après-guerre. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Et vous pourrez trouver dans cet article des citations de Josh Safdie, avec qui j'ai également pu discuter de ce sujet. Salut et à très vite. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.